Bonjour et bienvenue à Voyage dans l'espace. Où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire la connaissance d'un personnage pour le moins intéressant, l'astrophysicien Olivier Hernandez, dont la passion pour l'espace est née à la suite de la lecture d'un fameux livre de Hubert Reeves. Son parcours illustre à la fois les multiples facettes d'une carrière d'astronome, comment les rêves d'un petit gars de 12 ans peuvent devenir réalité, et l'enchaînement des rencontres marquantes qui jalonnent une vie. Natif de la région parisienne, Olivier Hernandez a obtenu son diplôme d'ingénieur à l'École centrale de Marseille et sa maîtrise en physique à l'Université de Montréal. Il est également détenteur d'un doctorat en astrophysique dont la thèse portait sur la dynamique des galaxies. Dans les années 2010, il a participé à la création de l'Institut de recherche sur les exoplanètes, l'IREX, associé à l'Université de Montréal. Il a aussi été directeur des opérations de l'Observatoire du Mont Mégantic au Québec, un centre de recherche en astrophysique expérimentale d'envergure internationale. Comme chercheur, Olivier Hernandez s'est intéressé à la dynamique des galaxies spirales barrées, ainsi qu'à l'étude de la distribution de la matière visible et non visible. Comme ingénieur, il a travaillé à la conception d'instruments astronomiques conçus pour l'étude des galaxies et des exoplanètes. Il a notamment participé au développement de l'un des 4 instruments scientifiques équipant le télescope spatial Webb, le NIRISS, spécialisé dans l'analyse de l'atmosphère des exoplanètes et dont nous avons parlé avec René Doyon dans le balado 77. En mars 2018, Olivier Hernandez devient directeur du Planétarium de Montréal. Ce planétarium se veut non seulement un centre dynamique d'initiation à l'astronomie, mais également une source de référence et un centre de recherche, notamment sur les météorites. Claude l'a interviewé le 12 juin dernier. Merci Florent. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Toujours un plaisir d'être au micro de Voyage dans l'espace. Bonjour Olivier, bienvenue à Voyage dans l'espace. Bonjour Claude. C'est un plaisir de vous accueillir. Dites-moi Olivier, vous êtes né, si je ne m'abuse, en 1972 dans la région de Paris. Qu'est-ce qui fait que petit garçon, vers l'âge peut-être de 12 ans, vous vous êtes passionné pour l'espace, l'astronomie? Alors, il y a 2 choses qui me viennent en tête. La première chose, c'est que j'ai eu la chance d'avoir comme cadeau de Noël un tout petit télescope en plastique, en fait une lunette astronomique avec de très mauvaise qualité, mais qui me permettait au moins de voir la Lune et de me faire croire par contre que j'étais capable de voir autre chose que la Lune. Donc ça a été un moment déclencheur. Mais dans ce même Noël-là, j'ai eu la chance aussi d'avoir un livre précieux et dont je me souviendrai toute ma vie, qui s'appelle Patience dans l'azur de Hubert Reeves. Et c'est ce livre en fait qui a vraiment marqué mon désir en fait de faire de l'astronomie, de faire de la communication scientifique. Quand j'ouvrais le livre, que je le lisais et que je refermais, j'avais l'impression d'être intelligent là. Mais une fois fermé, pour expliquer ce que j'avais compris, c'était beaucoup plus difficile en fait. Ça m'a pris quelques années avant de faire des études et puis de mieux comprendre, de pouvoir expliquer les choses. Mais cette qualité d'écriture, cette qualité du français, d'entendre la voix d'Hubert Reeves, même lorsque je lisais le livre, c'était quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est vraiment son écriture, hein, la façon dont il présentait les choses qui vous ont animé, qui ont déclenché en vous. Tout à fait. On avait l'impression en fait, et on a toujours l'impression d'être intelligent lorsqu'on lit ces livres. C'est une qualité d'écriture absolument incroyable. Les choses sont dites d'une telle façon qu'on a l'impression que oui, c'est évident, c'est comme ça. J'ai l'impression de le savoir toute ma vie là. Mais après, quand il faut les réexpliquer, c'est une autre paire de manches là. C'est beaucoup plus difficile qu'on l'imaginait. Mais il avait cette qualité d'écriture absolument incroyable qui nous transportait non seulement dans un monde extrêmement complexe, mais dans un émerveillement complet. Et il y en a pas beaucoup en fait qui ont réussi à faire ça. En tout cas chez moi, il y a plein d'autres auteurs qui sont intéressants, mais son écriture particulière à lui, la qualité de sa vulgarisation pour des sujets qui sont extrêmement complexes et en même temps très passionnants, comme la cosmologie, je le retrouve pas ailleurs en fait.
Fait que même si le livre a été fait il y a une cinquantaine d'années, ça vaut la peine de le lire et de le relire. Ah oui, 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 c'est sûr qu'il y a deux ou trois passages qui sont probablement plus d'actualité Oui. scientifique, mais les grandes lignes sont là, et puis la qualité quasiment poétique en fait du livre est là, puis je le conseille à tout le monde. Dites-moi, est-ce que Hubert Reeves a su l'influence qu'il a eu sur vous? Non, il l'a pas su en fait pour différentes circonstances en fait parce que mon objectif moi justement c'était de venir comme j'étais français c'était de venir au Canada et pas à Montréal ou au Québec, c'était vraiment le Canada qu'on nous vendait à l'époque. Mhm. Et c'était de venir, de pouvoir le rencontrer, de discuter avec lui et tout, mais ça m'a poussé à venir. C'est un des facteurs qui m'ont poussé à venir et à rester ici là. Puis j'ai jamais eu l'occasion sur place de le rencontrer parce que bien sûr il vivait en France. Hein, il était directeur de recherche au CNRS en France, donc c'était une petite erreur de ma part de pas m'être renseigné correctement à l'époque. En même temps, j'avais mon bureau à l'Université de Montréal lorsque je faisais ma maîtrise et mon doctorat. Mon bureau était juste en face de son bureau à lui, là, mais il ne venait que très peu, une ou deux fois par année. Et il ne séjournait très très peu dans son bureau. En fait, il était tellement sollicité à droite à gauche avec les conférences qu'il donnait que tout le monde lui tombait dessus en fait. Et puis j'ai jamais eu la chance de pouvoir l'approcher. Une fois, j'ai réussi à faire une entrevue avec lui. J'étais responsable du volet sciences dans la revue Dire de l'Université de Montréal, la revue des cycles supérieurs. Et avec la rédactrice en chef de l'époque, on avait réussi à avoir une entrevue avec lui. On devait se déplacer chez lui pour faire une entrevue. Donc j'étais vraiment excité de cette opportunité-là. Malheureusement, le jour même, et puis il faut se replonger dans les années 2000, hein, pas de réseaux sociaux, rien, pas de Zoom, FaceTime, etc. Là. Donc à ce moment, on reçoit un coup de téléphone de lui nous disant que malheureusement il est malade, il peut pas nous accueillir, mais il veut bien faire l'entrevue par téléphone. Donc même l'entrevue que j'avais planifiée avec lui, c'est faite par téléphone sans visuel, et c'était très frustrant, mais elle est toujours là, elle existe quelque part dans la revue Dire, là, doit avoir une copie quelque part. Et puis c'est à peu près le seul moment en fait où vraiment j'ai pu discuter avec lui, mais j'ai pas eu le temps et j'ai probablement pas le courage de l'embêter, de lui expliquer comment il avait été un mentor sans le savoir pour moi. Mais j'ai eu la chance de rencontrer son fils par contre il y a quelques semaines, et puis où j'ai pu lui expliquer tout ça. Puis il était très touché, et on a eu chacun une très grande émotion à discuter de Hubert, et c'était un moment très émouvant et chaleureux là. C'était vraiment très important. Je pense que c'est la passion de son fils pour son père et puis la passion que j'avais pour Hubert. Je pense que les deux se rencontrer, c'était vraiment très sympathique. Vous vous êtes rejoints. Dites-moi, à la suite de la lecture du fameux livre Patience dans l'azur d'Hubert Reeves, vous êtes devenu un astronome amateur. Vous avez été très actif dans votre adolescence, je pense, comme astronome amateur. Hein? Oui, parce que j'ai toujours aimé ça là. C'est vraiment quelque chose qui m'a plu. Alors dès le début, j'avais fait l'acquisition d'un télescope un petit peu plus gros, et puis ensuite en arrivant en Provence, j'ai donc participé je faisais partie d'un club qu'on appelait les AAA. Alors, les alcooliques anonymes, mais c'était plutôt le club des astronomes amateurs aixois, donc du pays d'Aix-en-Provence. Et très rapidement, en fait, ces astronomes, on avait le privilège en fait d'avoir un télescope, un Célestron 14, donc 14 pouces, quelque chose de très gros en fait, sur lequel il fallait construire une coupole autour, et j'ai participé à cette construction-là. Et puis c'était à l'époque en fait du lancement en France d'un événement qui est devenu très très populaire, qui s'appelait la Nuit des étoiles filantes, et qui est devenu la Nuit des étoiles plus tard. Et donc les 3 premières nuits des étoiles avant que je débarque au Canada ont été organisées en Provence en fait,
du côté de ce qu'on appelait l'observatoire de la Cine, derrière la Sainte-Victoire. Alors la Sainte-Victoire, c'est la grosse montagne que le Cézanne a peinte plusieurs fois. Et donc sur l'arrière de cette montagne-là, qui est une pente légèrement douce, il y avait une ancienne bergerie que les astronomes amateurs aixois avaient récupérée et sur lequel ils ont construit cet observatoire-là. Je pense qu'il doit y être toujours là. Et dans lequel, en fait, il y avait je me rappelle plus du nom de la personne, mais il y avait un ingénieur optique qui était là, qui faisait de l'astronomie amateur et de l'astronomie un peu plus professionnelle. Et ça m'a donné en fait des idées sur ma carrière, à savoir, oui, c'est construire des instruments, construire pour pouvoir observer des étoiles, les galaxies, c'est quelque chose qui est passionnant et c'est ce qui m'a vraiment plu. Et c'est à partir de là où j'ai commencé un peu plus à façonner ma carrière, à me dire c'est dans cette direction que je veux aller. Et puis je suis parti faire donc une école d'ingénieur en France et qui m'a permis en fait en troisième année, donc en dernière année d'élève ingénieur en France, de venir à Montréal en échange avec l'École Polytechnique de Montréal. Donc moi j'ai fait une année complète à l'École Polytechnique de Montréal dans le laboratoire de fibre optique à l'École Polytechnique là. Et puis à partir de ce moment-là, je suis resté là. J'ai fait ma maîtrise en astrophysique et mon doctorat en astrophysique, les deux à l'Université de Montréal, et mon doctorat non seulement à l'Université de Montréal, mais en co-tutelle aussi avec l'Observatoire de Marseille. C'est ça. Donc vous êtes vraiment devenu, au départ, un ingénieur, mais un ingénieur dont la passion va être de concevoir, construire des instruments astronomiques. C'est ça. Donc j'étais un astronome amateur. Je suis devenu un ingénieur physicien avec une spécialité en optique, et de fil en aiguille, en réalisant ma maîtrise, mon doctorat, et en commençant à travailler d'abord comme spécialiste en fait de la construction d'instruments astronomiques, j'ai pu m'établir vraiment comme un astronome spécialiste de l'instrumentation, en fait, un astronome professionnel. Donc c'est vraiment ce cheminement-là où j'ai bâti ma carrière comme ça, un peu à contresens en fait des mouvements classiques qui sont en France. Là, je dois avouer que j'ai rencontré beaucoup de difficultés en France à m'établir, parce que dès qu'on sort du système, en tout cas dès qu'on sortait du système, je ne sais pas si c'est vrai encore maintenant, ça fait tellement longtemps que je n'y suis plus, mais de sortir des lignes préétablies en France, c'était très mal vu. On est considéré en fait comme étant des retardataires sur beaucoup de domaines lorsqu'on n'a pas le bon âge et lorsqu'on suit pas la ligne préétablie par tout le système français. Donc ça c'est quelque chose qui a été difficile, hein, à tel point que par exemple lorsque j'ai commencé mon doctorat à 28 ans ici au Québec, donc c'est vraiment quelque chose de différent. En fait, en France, on finit son doctorat à 28 ans, on le commence pas. Mais ça m'a posé un problème, donc j'ai pu le commencer au Québec. Il y avait aucun problème au Québec, le système d'éducation permet de le faire. Mais en France, il m'a fallu avoir une dérogation spéciale du ministre de l'Éducation pour bien vouloir m'autoriser à faire une co-tutelle. Et ça prouve en fait probablement la rigidité de l'époque du système. Là, je ne sais pas si c'est probablement plus comme ça, mais ça prouve maintenant ça prouve la rigidité de l'époque, et qui aurait pu qui aurait pu me mettre vraiment des bâtons dans les roues. J'aurais pas fait de co-tutelle, mais c'était un point essentiel de cette collaboration entre la France et le Québec. Et je suis bien content quand même d'avoir persévéré, puis d'avoir réussi à convaincre les autorités de laisser faire ça. Quand vous avez terminé votre formation d'ingénieur, vous avez travaillé brièvement dans l'industrie privée, et à un moment donné, vous avez fait, je pense, une rencontre un peu fortuite en allant chez le dentiste. Oui, exactement. Donc, j'ai fini ma maîtrise avec Pierre Bastien sur plutôt l'étude des étoiles jeunes. Et c'était le premier instrument que j'ai construit, qui s'appelait Idéfix, qui était un imageur polarimétrique, donc un appareil qui prend des images et qui permet sur l'image en fait de représenter la polarisation d'un champ de poussière autour d'une étoile ou dans une nébuleuse. Ça, c'était mon sujet de maîtrise. Mais après, à un moment, faut bien vivre et travailler, et puis gagner de l'argent pour pouvoir rembourser ses dettes étudiantes et vivre tout simplement.
Donc, je suis allé travailler dans l'industrie et j'ai repris ce que j'ai appris en fait à l'école polytechnique au laboratoire de fibre optique et j'ai travaillé sur les réseaux de Bragg. Ça, ce sont des filtres qui sont utilisés dans les systèmes de télécommunication par fibre optique qui permet de sélectionner plusieurs voies, par exemple. Donc moi j'étais responsable en fait de ça dans une petite industrie. Au niveau de la bulle technologique dans les années 2000 là, j'aurais pu finir très 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 riche probablement. En autant que la bulle éclate pas. En autant que la bulle n'éclate pas. Et donc ça m'a permis et donc pour pouvoir aller en fait sur la rive sud parce que c'était sur la rive sud à Terrebonne, pas à Terrebonne, pardon, ça va me revenir, mais c'était sur la rive sud, je me rappelle plus exactement où là. Et pour y aller en transport en commun, il fallait que je prenne le métro, puis ensuite que je prenne un autobus. C'était un voyage très long quand même, hein, pour quelqu'un qui n'a pas d'auto, donc c'était vraiment spécial. Et un beau matin, en fait, c'était un chemin que je faisais souvent là, puis j'avais rencontré une première fois un prof de l'université qui s'appelait Claude Carignan. Je savais qu'il habitait du côté du métro de Longueuil, mais en quittant plutôt le boulot et en allant chez mon dentiste qui était métro Longueuil, qui était enfin sur mon trajet, j'ai rencontré de nouveau Claude Carignan qui m'a dit: Olivier, j'ai un beau projet pour toi. Est-ce que tu es prêt à accepter de faire de l'instrumentation comme d'abord payé comme ingénieur et ensuite après pour commencer ton doctorat. Et puis j'ai même pas réfléchi, j'ai dit oui là. Je sortais de chez le dentiste probablement, ça me permettait de moins réfléchir. Mais j'ai accepté et puis je suis retourné à l'université donc c'était vers l'âge de 28 ans là, et puis j'ai 27 ans en fait, j'ai fait 1 an comme ingénieur pour poser les bases de cet instrument qui s'appelle Fantôme, qui est un Fabry-Perot de nouvelles technologies pour l'Observatoire du mégantique. C'est un instrument qui sert à observer la rotation des galaxies et je l'ai perfectionné pendant mon doctorat et je l'ai amené plus loin et puis ça m'a permis de l'amener aussi sur différents télescopes à travers le monde. C'est un des. Donc, votre instrument auquel vous avez travaillé, Fantôme, il a été installé sur différents télescopes un peu partout à travers le monde. Ce qui vous a permis de voyager, hein? C'est un des avantages des astronomes de voyager. Oui, et c'était aussi ça que je trouvais fantastique en fait, non seulement les voyages, mais aussi les voyages dans des endroits absolument spectaculaires. Là, j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois à Hawaï sur la grande île où le Mauna Kea où on a accès à différents télescopes en fait et j'ai pu installer mon propre instrument sur le télescope Canada-France-Hawaï mais j'ai pu aussi observer avec d'autres observatoires qui étaient à côté comme Gemini, etc. Donc ça c'est vraiment une expérience absolument incroyable dans des paysages incroyables, mais j'ai eu la chance d'aller au Chili aussi où j'ai passé 1 mois au complet toujours avec cet instrument, à l'installer sur un tout petit télescope qu'on appelait le télescope de Marseille, qui est une réplique à 1/10 du télescope de 3,6 mètres de l'ESO à la Silla, et le temps de se préparer justement avant d'aller sur ce fameux gros télescope pour pouvoir observer. Et à chaque fois, les observatoires sont placés dans des déserts, sont placés dans des montagnes particulières qui sont loin de la pollution lumineuse. Et on a des spectacles le jour qui sont absolument à couper le souffle et la nuit qui vous font absolument rêver. Et lorsqu'on est un amateur d'astronomie comme moi là, d'observer les ciels, qu'ils soient à Hawaï dans l'hémisphère nord ou dans le sud au Chili, c'est d'une qualité mais vraiment impressionnante de voir toutes ces étoiles là. C'est des choses qui vont rester gravées dans mon cerveau et que je pourrais pas oublier là. Alors oui, je veux travailler pour que tout le monde ait accès à ça et puis je me bats beaucoup pour la pollution lumineuse, contre la pollution lumineuse ici et le combat n'est pas fini parce que je pense que c'est un droit pour tout le monde de voir ces étoiles-là, au moins à Montréal par exemple, et un jour je suis persuadé qu'on va y arriver, mais le voyage fait partie de l'ADN en fait de l'astronome observateur. Hein. Alors il y a des astronomes qui bougent pas du tout, hein, qui sont des théoriciens et qui très peu se déplacent.
il y a beaucoup moins de voyages en astronomie maintenant parce que de plus en plus, les observatoires sont quand même des observatoires qui sont pas mal automatisés. Donc, on reçoit ces données directement. Mais il y a pour quelqu'un qui est passionné d'ingénierie comme moi, d'instrumentation, il y a un plaisir quand même à être dans un observatoire, d'utiliser du duct tape quand il y a quelque chose qui tient pas, de donner un petit coup de vis à droite à gauche pour s'assurer que ça fonctionne. Et c'est vraiment quelque chose. Et ensuite, après, de pouvoir s'asseoir, récupérer ses propres données, les analyser et en tirer de la science. Et il y a une satisfaction personnelle qui est absolument impressionnante. Les observatoires sont automatisés, mais ça prend des ingénieurs pour les faire fonctionner. Oui, exactement. Exactement. Ingénieurs, techniciens et tout ça. Exactement. Vous avez donc fait votre carrière surtout basée à Montréal et dans les années 2010, vous avez même participé à la fondation de l'IREX, l'Institut de recherche sur les exoplanètes, qui est un groupe de recherche très important dans le domaine. Racontez-nous un peu la genèse de l'IREX. Et en fait, j'étais à l'époque le directeur des opérations de l'Observatoire du Mont Mégantic. Donc, l'Observatoire du Mont Mégantic, en fait, c'est deux entités. C'est le télescope lui-même, mais aussi c'est un laboratoire assez complet avec des techniciens, des ingénieurs, des scientifiques qui construisent des instruments non seulement pour l'observatoire, c'est ce qui en fait sa force, mais aussi et surtout aussi pour tous les observatoires, qu'ils soient sur Terre ou dans l'espace. Donc, j'avais tout un calendrier, en fait, tout un portefeuille d'instruments à gérer, qui allait donc des spectroscopes à transformer de Fourier comme CITEL, sur lequel Lory, Rousseau, Nepton a travaillé, et qui est installé à Hawaï et qui a été construit par ABB. Mais moi, en tant que gestionnaire de projet, je m'assurais dans un projet comme ça que tout est correct sur la cédule, sur les spécifications scientifiques et puis sur le budget. Donc ça, c'est un projet de base, je dois dire. Ou sinon, des projets un petit peu plus élaborés où je dois vraiment mettre la main à la pâte dans mon expertise scientifique pour pouvoir justement partir de zéro et construire par exemple de nouveaux détecteurs CCD qu'on appelle des EMCCD, qui sont amplifiés et qui permettent en fait d'avoir une super sensibilité en fait dans un très grand format. Et là, on travaille directement avec des fabricants comme la compagnie E2V, qui est une compagnie spécialisée dans les détecteurs CCD professionnels pour pouvoir prendre des très belles images. Ou alors construire des instruments et faire la gestion complète d'instruments, comme construire des instruments pour aller trouver des exoplanètes et qui sont installés soit au télescope Canada-France-Hawaï, comme l'instrument Spirou, qui est un instrument qui fait du calcul de vitesse radiale, ou son cousin, je dirais, qu'on a développé aussi pour le télescope du NTT au Chili, et qui lui, pardon, pas le NTT, le 3.6 mètres, pardon, au Chili, et qui permet aussi de découvrir des exoplanètes, toujours avec le même procédé que Spirou, avec la méthode de la vitesse radiale. Donc j'étais déjà embarqué énormément là-dedans, et puis j'avais aussi la responsabilité de gérer en fait une partie du projet de la caméra d'un des instruments canadiens FGS NIRIS pour le télescope spatial James Webb. Donc j'avais un portefeuille vraiment très très large, et ce qu'on s'est aperçu en discutant donc avec avec René Doyon, qui est toujours le directeur de l'Observatoire du Mont Mégantic, c'est que si on voulait aller plus loin pour pouvoir faire partie des premiers qui découvrent des biosignatures sur les exoplanètes, parce que tout est parti de là en fait, c'est qu'on n'avait pas actuellement l'équipe de recherche qui nous permettait simplement d'abattre le travail qu'il y a à faire et de trouver des nouveaux procédés, des nouvelles façons de programmer intelligentes, d'utiliser l'intelligence artificielle, d'avoir des instruments plus performants, de réduire toutes ces données-là. Ça nous prenait une force de frappe qui nous permette d'aller beaucoup plus loin. Donc avec Claude Carignan, aussi un petit peu Robert Lamontagne, avec René Doyon et un petit peu Robert Lamontagne aussi, qui était impliqué dans le début du projet, il fallait trouver une façon de convaincre, de
de rassembler tout ça et puis d'avoir cette force de frappe là. Et on s'est dit, pourquoi ne pas créer un institut justement qui nous permette de rassembler ces forces, ces cerveaux-là. En fait, et c'était uniquement ça dont on avait besoin. On n'avait pas besoin d'un bâtiment, pas besoin de matériel ou quoi que ce soit. On allait chercher les subventions, on était capable de le faire. Mais on avait besoin de cerveaux pour pouvoir continuer cette aventure-là. Et puis on a mis sur pied cet institut-là, l'Institut de recherche sur les exoplanètes, qui a d'abord été financé par la Fondation familiale Trottier pour nous regarder aller. Puis après, ils ont embarqué, ils ont vu que la capacité en fait de l'équipe de recherche était absolument impressionnante. Et puis maintenant, la famille Trottier finance au complet l'Institut de recherche sur les exoplanètes, qui s'appelle d'ailleurs maintenant, qui a changé de nom, qui s'appelle l'Institut de recherche Trottier, l'Institut Trottier de recherche sur les exoplanètes. Donc il y a le Trottier qui est apparu en fait. Donc c'est une réalisation dont je suis assez fier en fait, parce que cette collaboration spéciale entre René et moi qui marchait très bien, parce que moi j'étais le directeur des opérations, lui le directeur de l'observatoire. Déjà c'était un système qui fonctionnait énormément, puis d'avoir créé ensemble l'IREX, ça a été une très très belle expérience, et c'est probablement une des choses dont je suis le plus fier aussi dans ma carrière, d'avoir réussi à pérenniser des emplois et à faire en sorte qu'on finance de la recherche scientifique fondamentale pour trouver un aspect en fait très philosophique et très scientifique de la vie qui est passionnant. Exactement. On peut même dire aujourd'hui que l'Institut Trottier sur les exoplanètes, la recherche sur les exoplanètes, c'est une des équipes de recherche, je pense, les plus importantes au monde. J'ai l'impression que si on prend les 5 équipes de recherche dans le domaine des exoplanètes, l'Institut Trottier fait partie de ces équipes-là, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment une très très grosse équipe. Oui, il y a des concurrents directs, mais avec lesquels on a des collaborations quand même fantastiques. Là, si je prends l'équipe en Suisse, les autres équipes en Angleterre ou quoi que ce soit, on peut dire que l'IREX c'est vraiment en fait la grande force de l'IREX, c'est bien sûr sa capacité de recherche en termes de cerveau. Il y a, je pense maintenant, une 70 personnes au total dans l'IREX, ce qui est énorme. Là, on est parti de 8 pour arriver à 70, c'est vraiment énorme. Mais ce qui fait la grande force de l'IREX, c'est sa capacité, en fait, c'est son pluralisme, sa capacité d'avoir des collaborations avec l'ensemble des télescopes fondamentaux qui nous permettront en fait de déterminer si oui ou non on a affaire à de la vie. Il y a bien sûr James Webb qui est important, et ça, René Doyon est le co-PI en fait des instruments canadiens, ce qui lui garantit une avance en fait et puis une maîtrise de l'instrument qui est absolument essentielle. Mais toute l'équipe au complet, en fait, après, avec Spirou, avec NIRPS, les collaborations qu'on a avec TESS, qui est un télescope qui permet de faire du transit planétaire, donc une autre façon de découvrir des exoplanètes, et toute la force de programmation, d'algorithmie, etc., que l'on a développé, fait en sorte que l'IREX est vraiment très, 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 très bien placé pour pouvoir être les premiers, probablement, à découvrir des biosignatures de la vie. Mais il faut pas oublier que la grande force de l'astronomie, c'est quand même une science qui est assez ouverte, avec des données qui sont quand même pas mal ouvertes. Il faut savoir que les données, par exemple, de James Webb sont libres tout de suite. On peut les télécharger, observer, et puis les analyser. Donc, une autre équipe qui arriverait avec à peu près la même force et les mêmes cerveaux pourrait aussi très bien concurrencer scientifiquement la découverte que pourrait faire l'IREX. Mais je dirais que c'est pas grave. C'est pas grave, parce que ce qui est important, c'est l'avancement des sciences. C'est pas le scientifique lui-même ou quoi que ce soit. Là, ce qu'on veut, c'est être capable de prouver qu'on va trouver de la vie ailleurs là. Et c'est une entreprise qu'on pensait se réaliser plutôt rapidement quand même, entre 5 et 10 ans. Et puis maintenant, on sait que ça va prendre un peu plus de temps. Ça va prendre un peu plus de temps pour plusieurs raisons, parce que plus on
on est proche des sujets, plus on découvre de certaines choses qui ont une influence ou pas sur les signaux. Et ça risque de nous prendre un peu plus de temps. Une des belles caractéristiques de l'astronomie, c'est effectivement la collaboration internationale. Les chercheurs collaborent entre eux, s'échangent des informations. C'est quelque chose d'assez unique. Quand vous me dites que ça va prendre un peu plus de temps, je dirais, c'est comme dans les années 60, on pensait qu'en plaçant des satellites météo, on arrivait à prédire la température des jours, des semaines, des mois d'avance. On n'est toujours pas plus avancé. Les choses sont toujours plus complexes qu'on le pense. Les choses sont toujours beaucoup plus complexes qu'on le pense, et dès qu'on essaye d'essayer de les améliorer, on s'aperçoit que ce qu'on pensait au départ ne pas être nécessaire à modéliser parce que ça nous apparaissait minime, en fait, ça pouvait avoir une influence peut-être capitale sur quelque chose. Alors, il faut être humble quand on est chercheur, et il faut pas se décourager, et puis il faut persévérer là. C'est ça. C'est le chemin qui est intéressant avant d'arriver au résultat. Dites-moi, en 2018, vous devenez le directeur du Planétarium de Montréal. Pourquoi ce choix de carrière, ce revirement peut-être un peu? En fait, ça me permettait de revenir à un peu une passion de jeunesse, là, quand on remonte à Hubert Reeves. Là, ce qui me plaisait aussi dans ce que je lisais d'Hubert Reeves, c'était sa capacité justement à vulgariser, à communiquer la science. Et j'ai toujours en fait eu cette passion-là de communiquer. Là, je pense que la première entrevue que j'ai faite un jour, j'aimerais bien la retrouver là, mais juste pour moi là. non, on va la diffuser. Mais j'aimerais bien être capable de retrouver une des premières entrevues que j'ai faites, qui devait être aux alentours de 1999, 1989, soit 20 ans. Pour fêter les 20 ans du premier pas des humains sur la Lune, là, où j'avais eu le culot, moi, du haut de mes 17 ans, d'accepter une entrevue à Radio France Provence, je me rappelle où c'était, pour parler de ça, d'un phénomène où finalement, moi j'étais même pas né à l'époque, mais simplement parce que j'avais lu beaucoup, je m'intéressais aux choses, je me sentais suffisamment à l'aise pour pouvoir en parler. Et d'accepter aussi d'organiser la nuit des étoiles en Provence, et puis des choses comme ça, ça m'a toujours passionné, et je me sentais à l'aise avec un micro, et je me sentais à l'aise d'essayer de communiquer cette passion que j'avais. Donc quand le poste de directeur du planétarium est apparu, en fait, a été affiché à la ville, parce que l'ancien directeur est parti à la retraite, j'ai appliqué dessus. Je me suis dit, essayons de voir là. Le milieu universitaire est un milieu rude, hein, dur, où il faut beaucoup de persévérance, et puis surtout où c'est compliqué au niveau budgétaire pour assurer pour s'assurer en fait que nos employés aient toujours en fait un salaire. Là, il faut pas oublier que la majorité des chercheurs, en tout cas dans ce domaine-là, ils sont payés sur des subventions spéciales. Ils sont pas des employés directs de l'université. En fait, ils sont des employés de l'université, mais s'il y a plus d'argent, leur poste va disparaître. Donc il faut toujours trouver un moyen de renflouer les coffres. Et puis on a passé des heures avec René Doyon, et des heures très tard le soir, à essayer de refaire des budgets, encaisser des coupes. Rappelez-vous les fameuses coupes du parti conservateur au pouvoir, au fédéral, par rapport à l'observatoire du Mont Mégantic. Là, moi j'étais derrière à essayer d'absorber tout ça et trouver des moyens pour que les employés en question ne se retrouvent pas sans emploi du jour au lendemain. Donc ça, c'était des périodes difficiles en fait, et pas les plus agréables en fait dans le métier que j'occupais avant. Et puis la communication scientifique et devenir du directeur du planétarium, qui est un poste prestigieux, ça m'intéressait beaucoup. Hein, cette idée de peut-être ressembler un jour à Hubert Reeves dans quelques années, ça m'obsède toujours. Alors oui, j'ai le goût d'appliquer, au moins pour voir ce que ça donnait. Et puis j'ai réussi à avoir le poste. Je suis passé à travers les entrevues, et puis j'ai réussi à convaincre que je serais le meilleur candidat pour ce poste-là, et j'en suis très très heureux là. J'avais fait un deuil, par contre. Je m'étais dit en arrivant au planétarium, je vais laisser de côté tout le côté technologique qui m'a passionné pendant
les 40 dernières années de ma vie, 40, parce que j'arrivais d'un milieu d'ingénierie très fort là, puis j'avais aucune idée de à quoi ressemblait l'intérieur d'un planétarium, mais finalement je me suis très vite aperçu là, au premier jour le 1er mai 2018, c'est le jour où je suis rentré en passe, lorsque j'ai fait les visites, je me suis dit, oh, là, il y a un potentiel énorme avec des gens exceptionnels. Et waouh, je vais pas m'ennuyer au niveau technologique. Et effectivement, ça n'a pas été le cas là. Donc, il n'y a pas trop de différence sur le niveau technologique entre un planétarium et un observatoire. Donc ça m'a rassuré énormément et ça m'a conforté dans ma présence au planétarium. Dites-moi, j'ouvre une parenthèse, on dit souvent que cherche un chercheur des subventions. Oui. Mais pour ceux qui sont jamais allés au planétarium de Montréal, présentez-nous-le. Qu'est-ce que c'est que le planétarium? Qu'est-ce qu'on retrouve au planétarium de Montréal? Alors c'est un lieu qu'on aime. C'est un lieu où on veut que tout le monde se sente à l'aise dans ce lieu-là. On veut que ce soit le plus ouvert possible, où n'importe qui, même ceux qui n'ont pas fait de sciences ou même ceux qui ne sont pas attirés vers les sciences, puissent y retrouver quelque chose et être confrontés à la grandeur de la nature. Tout en faisant des connaissances, une connaissance de base avec la science. Donc c'est la mission du planétarium, c'est de vraiment reconnecter justement ces humains avec l'univers, et on l'essaye en faisant différentes choses. Donc que ce soit à travers les dômes, les spectacles que l'on donne, ou à travers en utilisant par exemple l'art pour pouvoir venir soutenir des propos scientifiques qui peuvent paraître difficiles, mais en les mettant en images, en utilisant un vocabulaire et des médiums différents de ce qu'on est capable de voir d'habitude sur un écran en carré ou sur notre écran de cellulaire, mais on va amener les gens à les mettre dans des situations où ils vont pouvoir ressentir des émotions face à quelque chose qui paraît très froid à l'origine, que ce qu'est la science, et voir des aurores boréales à l'intérieur des dômes, c'est toujours spectaculaire. Des vraies images qu'on est allé filmer à Yellowknife et de les voir à l'intérieur du planétarium, c'est quelque chose. Mais ces images-là, elles sont amplifiées, leur émotion va être amplifiée parce qu'on va amener de la musique, on va amener un côté artistique qui va nous permettre d'amplifier ce côté de la nature qui est exceptionnel, et qui va nous transporter et qui va faire vibrer en fait les gens, et qui va probablement les amener à se poser des questions, peut-être pas pour tous, mais au moins pour quelques-uns, de dire mais il faut attention, il faut protéger notre ciel, il faut faire attention parce que sinon on ne sera plus capable de voir ça. Les aurores boréales, elles seront toujours là, mais s'il y a une pollution lumineuse quelconque qui vient tout le temps, on sera plus capable de les voir, et il faut faire attention à ça. Donc on essaye de transmettre ces messages-là, mais surtout d'aller chercher l'émotion chez les gens pour qu'ils puissent apprécier ce que nous, on ressent en fait d'un point de vue scientifique lorsqu'on parle d'une découverte ou d'un phénomène scientifique quelconque. Très intéressant. Est-ce que parfois dans les dômes, vous laissez aller quelques moustiques pour créer un peu d'ambiance? On aimerait non. Je pense que peut-être pas les moustiques, mais non, on va pas jusque là, mais on pense par exemple à installer des odeurs, à installer des choses comme ça pour exciter différents sens là, pour que on se rapproche le plus possible d'une immersion qui serait proche de la réalité, et qui a un effet, en fait, puisqu'on contrôle tout, qui pourrait avoir l'effet souhaité sur les gens. Moi, quand on va au planétarium, il y a plusieurs spectacles, plusieurs expositions à voir. Il y a une panoplie de choses à voir. Faites-nous un petit peu un tour d'horizon de si j'allais au planétarium ces prochaines semaines, ces prochains mois. Qu'est-ce que je verrais? Alors, ce que vous pouvez voir actuellement, ce sont essentiellement donc trois styles de spectacles. Donc, si vous êtes des enfants très jeunes, donc entre 4 et 7 ans, là, en dessous de 4 ans, on avait un spectacle qui s'appelait Bébé Symphonique, qui a marché énormément, mais qui n'est plus à l'affiche. Mais entre 4 et 7 ans, on a un spectacle qui est dédié aux enfants, qui leur permet justement de prendre contact, un des premiers contacts avec l'environnement immersif de Dôme, mais en même temps l'astronomie. Ça s'appelle SSE 4801.
un peu comme donc SSE, ça vient de Star Trek, et puis 4801, c'est l'adresse du planétarium en fait sur la rue Frère de Coubertin. Et c'est animé en fait avec un animateur, une animatrice qui a fait du théâtre et qui va venir faire une animation assez interactive avec les gens et en utilisant l'hémisphère, le dôme, pour plonger les enfants dans dans l'univers du système solaire. Donc ça, c'est le premier type de spectacle que l'on a. Le deuxième type de spectacle que l'on a, c'est des spectacles qui sont ce qu'on appelle les chroniques célestes, qui sont des spectacles où l'animateur va parler un peu plus d'actualité, émerveiller le plus possible les gens en utilisant la puissance de notre système pour aller voir des objets célestes bien définis. Donc on peut très bien aller voir le Soleil, on peut aller voir la Lune, on peut aller voir les 8 planètes, la ceinture d'astéroïdes. C'est l'animateur qui va choisir un petit peu en fonction de l'actualité astronomique ce qu'il va aller voir. Et puis une fois qu'on est arrivé là, on va sortir les gens du système solaire, puis aller faire une balade dans la Voie lactée, parce que le planétarium, c'est un vaisseau spatial absolument incroyable. Donc on veut que les gens ils puissent goûter en fait à ce genre de voyage-là totalement irréel, parce qu'on se déplace plus vite que la vitesse de la lumière. Mais on a cette capacité de le faire là, et puis on va pouvoir aller se balader, voir des objets célestes comme des nébuleuses planétaires, passer au travers d'une nébuleuse planétaire, ou simplement sortir de notre Voie lactée pour observer notre galaxie, puis ensuite rentrer jusqu'à revenir sur notre propre planète. Donc ça, c'est le deuxième type de show. Le troisième type de show, là, on a un show spécial qui s'appelle Objectif Nouveau Ciel, où là, on va explorer des exoplanètes, mais on le fait à la façon dont un livre dont vous êtes le héros. Et ici, c'est le spectacle dont vous êtes le héros. Donc, les gens, au cours du spectacle, ont plusieurs choix. Ils doivent choisir la destination qu'ils veulent. On a imaginé qu'on était rendu en 3500 après notre ère, et puis on peut faire ça. Donc les gens votent, et puis l'animateur va dans la direction où les gens veulent aller voter. Donc ça, c'est le spectacle. Et puis après, on a nos films classiques. Donc dans nos films classiques, on a deux types de films qui peuvent être narrés par un animateur ou pas. Mais on a des films d'astronomie. Donc actuellement, on a par exemple Star Map, qui est une production japonaise qui est absolument époustouflante sur je dirais un voyage aussi en dehors de notre galaxie, qui nous permet de rencontrer différents types de galaxies et nébuleuses. C'est vraiment exceptionnel. Et puis on a des films un peu plus sur l'actualité, comme il y avait une éclipse il y a à peine 2 mois, donc on a fait un film avec un collectif d'artistes montréalais qui s'appelle les Macronautes, et le film s'appelle Éclipse totale, à la recherche du sommeil perdu. C'est vraiment destiné en fait plus à la jeunesse, avec une poule hystérique qui se prend pas au sérieux, qui arrive pas à dormir et qui cherche un moyen de dormir. Alors son compagnon de combat lui dit que le meilleur moyen, c'est d'aller dans l'ombre d'une éclipse, parce que, soi-disant, les poules peuvent s'endormir quand il y a une éclipse totale. Donc, c'est à la recherche de cette éclipse-là que les 2 coéquipiers vont partir à travers le temps, regarder différentes éclipses, et ça nous permet de parler des différentes éclipses. Et puis, ça, je dirais, c'est l'expérience, c'est les spectacles qu'on voit au planétarium, c'est le type de spectacle qu'on voit au planétarium. On a d'autres licences, d'autres films aussi. On a un choix quand même qui est assez élevé. On a 8 choix de films au total pour le public. Si on va du côté, par contre, de l'exposition, parce que quand vous achetez un billet au planétarium, vous pouvez voir 2 films, mais aussi vous avez la chance de pouvoir accéder à notre exposition immersive, notre nouvelle exposition immersive qui s'appelle Rouge 2100, qui est une exposition qui a été faite en collaboration avec le Cirque Éloise et Farah Alibé, notre cher ingénieur en astronautique, qui est donc c'est elle qui a piloté en fait le rover, l'astromobile Persévérance sur Mars pendant les 2 premières années de son existence. Donc on a décidé avec Farah et le Cirque Éloise d'emmener le public sur Mars en 2100, donc dans 80 ans plus tard que notre époque, et voir où on est rendu, et qu'est-ce qu'on a été capable de faire, et de surtout passer un message aussi important pour nous, c'est que c'est pas si facile d'aller sur Mars, c'est pas
c'est très difficile de vivre pour des humains sur Mars et que même dans 80 ans, si jamais on réussit cet exploit-là, ben, la colonisation de Mars n'existera pas, elle sera très difficile à faire. Là, il y a beaucoup d'obstacles qui font que c'est pas forcément conseillé pour des humains de vivre là-bas. D'autant plus que si on arrive à trouver de la vie sur Mars, ça va venir poser des questions essentielles en fait. De quel droit les humains ont-ils le droit en fait de vivre sur une autre planète avec une autre vie, une autre forme de vie que la leur? Est-ce qu'on a un risque de contaminer cette vie? Est-ce qu'on a un risque de la détruire? Donc il y a plein de questions comme ça qui sont posées aussi. Et puis avec Farah et le planétarium, une des missions du planétarium aussi, c'est de faire en sorte que la sous-représentation des filles et des femmes en sciences diminue, en fait augmente, que la représentation de ces femmes-là augmente, parce qu'actuellement elle est à peine de 20% au Canada. Il y a 20% de filles et de femmes qui sont dans le domaine qu'on appelle les sciences, les technologies, l'ingénierie, la mathématique, et c'est pas beaucoup, sachant que la population féminine représente 50% de la population mondiale, enfin un peu plus de 50%. Donc, notre objectif, c'est justement de mettre en valeur toutes ces femmes scientifiques-là qui travaillaient pour offrir des modèles aux jeunes filles, entre autres, mais aussi pour rappeler l'importance des femmes dans la conquête spatiale, dans l'astronautique, etc. Donc, avec Farah Alibé et le Cirque Éloise, on a travaillé à présenter 6 portraits de femmes qui méritent d'être soulignés parce qu'on n'en parle pas assez là. Exactement. Vous venez de mentionner, il y a une belle panoplie de spectacles qu'on peut voir au planétarium. Comment on se prépare pour une visite? Est-ce qu'on arrive comme ça à l'improviste? Ça vaut la peine d'y réfléchir d'avance, d'aller consulter votre site web? Comment on se prépare? Bah, le mieux, oui, c'est effectivement de consulter le site web. C'est vraiment d'essayer d'aller choisir le type de film qu'on veut voir. Puis après, une fois qu'on a fixé notre film, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut venir voir l'exposition après. Si vous arrivez suffisamment à l'avance, ça prend à peu près 40 minutes pour voir l'exposition rouge. Vous pouvez aussi venir à l'avance, voir l'exposition rouge et ensuite voir le duo de spectacles. Donc grosso modo, c'est une expérience qui dure à peu près 1 heure et demie à peu près pour visiter le planétarium maintenant. Mais c'est important justement de planifier sa visite et d'être sûr qu'il y a de la place dans les dômes. Là, on a beaucoup d'achalandage, surtout on s'approche de la période d'été, donc il va y avoir vraiment beaucoup de monde. Et prévoir son déplacement et et s'assurer qu'on a bien ses places avant, c'est important là. Après le reste, il y a juste à profiter une fois sur place. Oui, c'est ça. Donc d'y passer un peu d'avance pour Oui. voir ce que c'est. Dites-moi, vous êtes le directeur du planétarium. En quoi ça consiste, votre fonction? Bah, au début, là, je pensais sincèrement que j'allais me cantonner à faire de la gestion de ressources humaines, hein, comme un poste de cadre à la ville de Montréal. Là. Mais oui, j'ai une grosse partie de mon travail qui reste à faire des ressources humaines et à s'assurer que tout le monde va dans la même direction, notamment avec l'ensemble des autres musées d'espace pour la vie. Mais quand même, j'ai eu comme mandat de développer en fait le côté recherche au planétarium, qui n'existait pas du tout. Donc, j'ai maintenant 2 conseillers scientifiques au planétarium qui travaillent sur nos 5 axes de recherche, donc à savoir les exoplanètes, les météorites, la visualisation de données, la pollution lumineuse pour le 4e, et puis le 5e, c'est la sous-représentation des femmes en sciences. Les exoplanètes, c'est fondamental. J'ai créé l'Institut de recherche sur les exoplanètes. Je voulais pas abandonner ce volet-là. Il y a encore beaucoup de support à faire dans les projets d'instrumentation de mon côté, mais un des chercheurs que j'ai été chercher qui s'appelle et qui travaille maintenant au Planétarium de Montréal, qui s'appelle Jonathan Gagné, lui travaille à mieux comprendre les étoiles, pour être sûr que quand on fait des observations pour des exoplanètes, on voit bien une exoplanète et on voit pas un défaut de l'étoile. Donc ça, c'est fondamental. Et il travaille aussi sur les naines brunes et les exoplanètes en général. Il a l'avantage aussi de travailler dans un environnement 360. Donc il développe aussi tout le côté de visualisation de données, là, comment avec la grande quantité de données qu'on a, comme par exemple le télescope spatial Gaia qui a pris quasiment 1,5 milliard, qui a un catalogue de 1,5 milliard d'étoiles dans son catalogue.
Donc Jonathan, lui, il a reproduit en fait toutes ces étoiles-là, puis il est capable de les visualiser dans nos dômes pour pouvoir se resituer correctement à la bonne place et voir toutes les propriétés de ces étoiles-là de façon beaucoup plus simpliste, parce que 1,5 milliard, c'est beaucoup en fait. Donc il travaille sur ça là, mais l'aspect aussi météorite, là, j'ai une chercheuse qui s'appelle Oriane Egal, qui elle fait un travail absolument incroyable, et elle travaille avec la NASA en permanence. Elle fait des modèles qui permettent de connaître de modéliser en fait les courants de météoroïdes. Donc ce sont les courants de ces poussières qui vont donner naissance à des météorites sur Terre. Mais lorsque un engin, un satellite rencontre ces courants-là, il peut être endommagé. Et c'est ce qui est arrivé, par exemple, avec le satellite, avec le télescope spatial James Webb. Il a été endommagé par une micrométéorite, en fait, qui provenait de ces courants de météorites. Donc elle modélise ces courants de météorites, et elle est la seule au monde à le faire d'une façon précise qui intéresse la NASA. Donc elle travaille aussi, en fait, elle est professeure associée à l'université Western Ontario, et puis la NASA a un contrat avec elle et Western Ontario, justement pour pouvoir continuer à modéliser correctement là. Et puis une fois qu'on s'aperçoit que ça met en danger, en fait, une fois que la NASA constate que ça peut mettre en danger certains satellites, ben elle va les bouger. Donc Oriane, elle permet de justement s'assurer d'avoir les prédictions les plus efficaces pour donner finalement des ordres à la NASA, pour dire vous devriez bouger votre télescope là parce qu'il y a un risque. Mais le télescope ça va, mais quand on parle de la station spatiale, parce qu'elle le fait aussi pour la station spatiale internationale, mais là c'est l'urgence, là il faut le faire il faut le faire très rapidement en fait, avant que la pluie arrive. Donc c'est pour ça qu'il faut prévoir, faire des modèles qui viennent avant pour pouvoir déplacer la station spatiale internationale. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est la ville de Montréal qui dit maintenant à la NASA, vous devriez déplacer votre télescope spatial ici, ou votre station spatiale internationale, parce que il y a des risques faits pour les humains qui sont à l'intérieur. Donc c'est ça le travail en fait que font les chercheurs. Et puis on travaille sur la pollution lumineuse, la représentation aussi des femmes. Là, c'est vraiment des domaines, ces 5 domaines-là qui nous guident au complet. Et qui vont nous guider encore pendant pas mal d'années là, au fur et à mesure là. Exactement. Ce qui est intéressant quand vous parlez de météorites, j'imagine que ça doit arriver parfois où des gens trouvent un caillou un peu particulier sur le sol et qui pensent que c'est peut-être une météorite. Est-ce qu'on peut aller vous voir pour en savoir est-ce que j'ai trouvé une météorite, oui ou non? Oui, on peut venir nous voir, et beaucoup de monde le font. En fait, chaque jour, on a toujours soit une photo, soit quelqu'un qui nous dit j'ai trouvé une météorite. De temps en temps, on a des gens qui viennent directement avec un caillou qui pense être une météorite. Je dis qu'ils pensent parce qu'en l'espace de 30 ans, c'est arrivé une fois que c'était réellement une météorite, c'était une météorite de Penouille. Et c'est le seul moment en fait où la personne est arrivée en disant je pense que j'ai trouvé une météorite, et ça a été validé que c'était une météorite. Tous les autres morceaux de tous les autres jours qu'on a reçus ne se sont jamais avérés étant des météorites, et c'est vraiment spectaculaire, ce qui prouve que c'est quelque chose quand même de très 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 rare. Mais récemment en fait, il y a à peu près un mois et demi, là il y a quelqu'un d'autre qui est venu avec un morceau, puis là on est en train d'essayer de confirmer que effectivement c'est bien une météorite. Il y a de fortes chances que ce soit ça. L'épreuve ultime va être de la caractérisation pétrochimique en fait de la météorite, mais tous les éléments sont là pour nous dire que oui, on risque d'avoir affaire à notre deuxième météorite trouvée au planétarium en 30 ans. Donc on a beaucoup de gens qui viennent. On encourage les gens toujours à venir là. Et puis parce que c'est un morceau de l'univers, un morceau du système solaire, hein, il faut bien comprendre ça. Une météorite, c'est ça là, c'est un morceau du système solaire qui a 4,7, 4,6, 4,5 milliards d'années, donc qui a le même âge que la formation de notre système solaire. C'est ça qui est important. Et puis c'est aussi le seul morceau, le seul morceau que les astronomes peuvent toucher de leur propre science. On ne va pas toucher une étoile, on ne va pas toucher une nébuleuse. On est à peu près les seuls chercheurs dans le monde de la science où on n'est pas capable de toucher notre sujet de recherche. Tandis qu'avec des météorites,
on peut le faire. Donc les météorites, c'est notre seule façon de toucher au système solaire et surtout, c'est des traces, c'est des artefacts qui datent de 4,5 milliards d'années qui sont absolument spectaculaires. Exactement. Moi, je dis toujours, quand on va dans un musée d'histoire naturelle où il y a souvent une collection de météorites, les gens passent à côté parce que c'est comme, on dirait, des vieilles roches sales. Ce sont des morceaux, c'est des objets extraterrestres, véritablement. Si on veut toucher un objet extraterrestre, c'est le cas. Mais c'est donc très rare d'en trouver. C'est très difficile d'en trouver. C'est très, très, très difficile d'en trouver. On compte à peu près 70 000 météorites qui sont tombées sur Terre et qu'on a recensé et récupéré. Il y en a sûrement d'autres, mais on a juste 70 000 morceaux après toutes ces années de recherche. Donc, chaque météorite est précieuse et cataloguée et il y a une importance vitale parce qu'elle nous apporte des éléments cruciaux sur la façon dont notre système solaire s'est formé et la façon probablement dont la vie est apparue sur une planète comme la Terre. Vous avez au planétarium, je pense, une belle collection de météorites. Oui, on a la plus grosse collection au Québec, là, la 3e au Canada. On a plus de 500 pièces, en fait, et dont les dernières acquisitions qu'on va montrer l'année prochaine, pas avant, le temps qu'on soit capable de les présenter correctement, sont tout à fait exceptionnelles. Hein, des pièces, des grosses pièces, là, on a deux superbes météorites qui sont rentrées le mois dernier, qui sont absolument incroyables, qu'il faut qu'on nettoie, qu'il faut qu'on entretienne correctement, qu'on suive un protocole correctement de conservation et qu'on trouve une façon de les présenter au public où le public pourra les voir sous toutes les coutures. Parce que dans une météorite, généralement, à l'intérieur de la météorite, là, on a des tranches de météorites. Il y a beaucoup de choses à voir et beaucoup de choses qui nous renseignent sur la façon dont la météorite s'est formée, d'où elle vient, et précisément, et finalement, de quoi était formé le système solaire à l'origine. Donc, c'est ça qu'on veut être capable de montrer aux gens. Alors, ça nous prend un peu de temps pour bien montrer tout ça, mais d'ici l'année prochaine, ça devrait être correct. Moi, en tant que directeur du planétarium, votre défi, c'est donc d'amener la science spatiale à la portée du grand public. On est d'une certaine façon bombardé de toutes parts d'informations sur Internet, partout, il y a des documentaires extraordinaires. C'est quoi votre principal défi à relever? Comment vous y prenez pour dire il faut que les gens viennent nous voir au planétarium? On a des choses fascinantes à leur montrer. Oui, je dirais que le premier défi, là, c'est d'essayer de trouver une façon de diversifier notre public. Là. La science, c'est un phénomène qui est genré, on le voit là, c'est très masculin. Il faut qu'on arrive à faire en sorte qu'on retrouve un équilibre et donc on intéresse encore plus les filles et les femmes à cet aspect de la science, des sciences physiques, de l'astronomie d'une façon générale. Donc ça, c'est un gros travail qu'on cherche à faire. C'est aussi, on veut essayer de trouver une façon de démocratiser au maximum l'accès au musée. Là. Un musée, ça peut paraître élitiste, ça peut empêcher certaines personnes de venir et on le sait en fait quand on regarde les chiffres en fonction de notre niveau social. On a plus ou moins de temps à consacrer à des musées et on a plus ou moins le goût d'y aller. Donc il faut qu'on arrive à faire en sorte que les gens, quels qu'ils soient en fait, aient un accès à nos musées et notamment au planétarium. Donc il faut trouver cette façon-là de démocratiser, que les gens se réapproprient chacun de nos musées pour pouvoir venir là. Et puis en même temps, on veut que quand ils viennent, ils soient déstabilisés et que ce qu'on retrouve dans un musée, c'est quelque chose qu'on retrouve pas chez nous là. On n'est pas une simple page Wikipédia parce que les gens pourraient rester chez eux puis taper sur Wikipédia et trouver l'information là. Donc une des solutions que nous on a trouvées, c'est d'essayer de plonger les gens dans des expériences immersives qu'on peut pas faire chez soi. On n'a pas tous des dômes 360, donc c'est sûr qu'on a un avantage là-dessus, mais à travers aussi le contact avec nos animateurs, là, et avoir la chance de pouvoir rencontrer d'autres communicateurs scientifiques qui vont expliquer les messages de façon différente pour que les gens comprennent. Et ça, c'est un avantage, et puis c'est pour ça que c'est important de venir dans un musée, mais il faut essayer d'aller chercher et puis de faire comprendre ça aux gens. Donc ça, c'est aussi un autre défi qu'il faut qu'on arrive à résoudre, mais on va trouver, et puis on va essayer de convaincre le plus de personnes pour venir là. Exactement. Moi, quand on regarde un peu l'étendue des activités que vous menez au planétarium, j'imagine qu'il
il y a beaucoup de possibilités pour travailler au planétarium. J'imagine peut-être de votre côté, vous êtes toujours à la recherche de personnes. Est-ce qu'on peut venir vous voir pour travailler pour le planétarium? Oui, en fait, il y a plusieurs types d'emplois en fait qui se font au planétarium ou à Espace pour la vie, dans tous les autres musées. Hein. Le premier emploi, c'est l'emploi le plus important, je dirais, c'est l'emploi d'animateur, animatrice qui est en contact direct avec le public. Et on est toujours à la recherche généralement, on fait 2 grandes campagnes de recrutement, une au mois de janvier et puis une autre à peu près au mois d'octobre pour s'assurer justement qu'on arrive à trouver des animateurs. Ça peut être des étudiants, ça peut être des gens dont c'est le métier, ils font ça en permanence ou des personnes qui sont déjà en retraite, pré-retraite, qui ont le goût de revenir. Donc on emmène large et on essaie justement de diversifier au maximum nos animateurs. Donc ça, c'est le premier emploi. Puis après, il y a plusieurs autres types d'emplois, que ce soit des emplois plus artistiques. On va avoir des concepteurs artistiques, on va avoir des préposés à l'animation qui, eux, vont travailler sur le contenu, la façon dont on est capable de passer le contenu. Il peut y avoir des préposés à l'animation plus scientifiques, avec un bagage scientifique, qui vont avoir un peu plus d'expérience, ou un bagage en éducation, qui savent comment passer l'information correctement, même si c'est pas de l'astronomie. Et puis de l'autre côté, on a nos postes de chercheurs là, où l'objectif des chercheurs, c'est de continuer à mener une recherche de haut niveau, mais aussi d'essayer de faire le lien entre la programmation et le public avec le type de recherche qu'ils font, parce qu'on fait de la recherche pour pouvoir expliquer aux gens ce que l'on fait de façon la plus facile possible et montrer l'importance de la recherche et ce que ça va amener en fait à n'importe quel citoyen de faire ça. Donc il y a un gros travail qui est fait de la part de nos 2 chercheurs ici là pour pouvoir aller beaucoup plus loin, faire de la science participative et tout. Donc c'est vraiment important. Et puis après il y a des travaux. On a aussi des cols bleus au planétarium là. Mais je dirais que c'est des cols bleus, des super cols bleus en fait. Qui eux ont une maîtrise technique en fait de nos dômes, de notre système technique de projection, de programmation, et qui nous aident à développer en fait beaucoup des technologies qu'on a au planétarium et sans qui en fait on serait rien du tout au planétarium. Donc ces 4 cols bleus là, sont des cols bleus absolument extraordinaires de la ville de Montréal et qui nous permettent de développer des choses incroyables. Est-ce qu'il y a une place pour le bénévolat au planétarium? Avez-vous besoin de bénévoles pour jouer certains rôles? Alors, on a toujours besoin de bénévoles. Et puis, pour cela, en fait, on a la chance d'avoir une société qu'on appelle une société amie, la Société d'astronomie du Planétarium de Montréal, qui est une société, lorsqu'on est membre, on vient soutenir la mission du planétarium. Donc, on vient participer à des activités comme bénévole. Et donc, par exemple, on a des activités festives comme l'Astrofest, les week-ends de la mi-juin, où les gens, les bénévoles de la SAPEM, donc la Société d'astronomie du Planétarium de Montréal, peuvent venir nous aider pour pouvoir assurer en fait des observations, assurer de donner de l'information scientifique au public. Donc on les forme, on les aide et participer à des fausses chasses de météorites par exemple. Donc c'est assez marrant. Donc le rôle de la Société d'astronomie de Planétarium là, il est là pour soutenir notre mission et les bénévoles sont là. On n'a pas de bénévoles nous au Planétarium, mais ils sont en fait à la SAPEM et l'harmonie avec la SAPEM se fait très très bien là-dessus. Donc c'est un rôle important. Puis les gens qui sont à la SAPEM bénéficient en fait d'un accès complet en fait au planétarium gratuitement. Donc ça c'est un des avantages que les gens ont en contrepartie de leur rôle de bénévolat qu'ils peuvent avoir à l'intérieur de la SAPEM. Vraiment intéressant. Dites-moi, vous avez superbement répondu à mes questions. Est-ce que vous, il y a quelque chose que vous aimeriez rajouter? Non, si ce n'est que je vous remercie énormément pour ce balado et puis l'ensemble de vos balados en fait qui sont absolument nombreux là. Je sais plus quel numéro. On est rendu à 137. 137, c'est quand même exceptionnel. Longue vie à ce balado là. C'est un médium qui est tout à fait agréable et puis je vous souhaite bonne continuation et j'irai
en écouter quelques-uns encore. Parfait. Ben, merci beaucoup. Écoutez, ça a été très aimable de m'accorder de votre temps et puis au plaisir de vous revoir bientôt. Merci beaucoup, M. Hernandez. Merci beaucoup. Au revoir.